Bonsoir, et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans les couloirs d'un hôpital du 19e siècle, là où le parfum du chloroforme se mêle aux prières des mourants. Une silhouette se penche au chevet des patients. Elle sourit doucement. Elle ajuste une couverture. Elle prépare une seringue. On l'appelait Jolly Jane. Une infirmière. Une soignante. Mais aussi une prédatrice. Car derrière ces gestes rassurants se cachait une autre vérité. Jane Toppan aimait observer ses victimes au moment exact où la vie s'échappait de leur corps. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez cette histoire vous guider entre réalité et cauchemar. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Elle s'appelait Honora Kelly. Un nom simple, banal, presque tendre. Mais ce nom, elle ne le garderait pas. Car dès le départ, son existence fut marquée par le manque, la perte et l'effacement. Née en 1854 à Boston, dans une famille d'immigrés irlandais pauvres, Honora n'eut jamais l'occasion de connaître un foyer stable. Sa mère mourut de tuberculose alors qu'elle était encore petite. Son père, alcoolique et mentalement instable, sombra dans la violence et l'abandon. Les voisins racontaient qu'il errait dans les rues en hurlant, parlant seul, parfois menaçant. Un jour, il fut interné. La petite fille, elle, resta seule au monde, jetée dans une existence qui ne lui avait rien promis. L'orphelinat fut sa première prison. Des murs sévères, des dortoirs glacés, des repas maigres. Là, les enfants perdaient vite leur innocence, réduits à des numéros dans des registres, à des silhouettes dociles pour la discipline religieuse. Honora, fragile et craintive, apprit tôt à se taire. Mais dans ses yeux clairs, brillait déjà une flamme sourde, celle de la survie, mêlée à une rancune qu'elle n'aurait jamais les moyens de dire. C'est dans ce contexte qu'elle fut adoptée, ou plutôt placée, par une famille aisée de Lowell, les Toppan. Une adoption sans véritable adoption, elle ne devint jamais une fille légitime. Elle devint une servante. Reçut un nouveau nom, Jane Toppan. Un nom qui effaçait son origine, comme si Honora Kelly n'avait jamais existé. Cet effacement, dès l'enfance, fut le premier acte de sa métamorphose. Dans la maison bourgeoise des Toppan, Jane apprit le contraste brutal entre l'abondance et la privation. Les enfants de la famille mangeaient à table, riaient, jouaient. Elle, on la reléguait à la cuisine, on la chargeait des tâches ingrates. Quand elle osait espérer un geste d'affection, elle ne recevait qu'un ordre. Les humiliations discrètes, les silences froids, les regards supérieurs la façonnèrent comme une ombre. On l'appelait parfois la petite volée, rappel cruel de ses origines. Ce double monde, déjà, marqua son rapport au corps et à la douleur. Elle voyait les enfants légitimes grandir avec des rires, tandis qu'elle se tenait à l'écart, grelottant dans ses vêtements usés. Son propre corps devint un territoire de discipline. Supporter le froid, supporter la faim, supporter les moqueries. Chaque privation était une cicatrice invisible, chaque humiliation une graine plantée. La petite Honora disparut. Jane, l'enfant adopté mais jamais reconnu, prit sa place. Elle développa un masque, un sourire pâle, une docilité feinte. Elle savait plier la nuque, baisser les yeux, répondre par un oui calme. Mais derrière ce masque, grandissait une autre vérité. Un monde intérieur où la rancune et la solitude se mêlaient à une curiosité obscure. Car dans cette enfance instable, Jane découvrit aussi une fascination nouvelle, celle du pouvoir. Quand elle parvenait à mentir pour éviter une punition, elle éprouvait une satisfaction secrète. Quand elle observait les Toppan, gras et repus, elle s'imaginait inverser un jour les rôles. Et dans les dortoirs de l'orphelinat, comme dans les couloirs silencieux de la maison bourgeoise, elle comprit une chose essentielle. Survivre, c'était manipuler. Les années passèrent, et Jane grandit dans cette tension entre deux mondes. L'enfant pauvre, rejeté, marqué par la honte de ses origines, et la jeune femme qui apprenait à sourire pour mieux masquer ses pensées. Dans cette dualité naissait déjà ce qui ferait d'elle une figure unique, une capacité à se glisser entre les apparences, à jouer des rôles, à effacer une identité pour en revêtir une autre. Quand elle regardait dans le miroir, il y avait déjà deux visages. Celui de la petite fille volée, effacée, brisée. Et celui, plus froid, plus calculateur, de Jane Toppan, qui apprendrait bientôt à tenir entre ses mains la vie et la mort.
Cette enfance, faite de privations et de silence, de noms effacés et de masques imposés, fut le socle. Elle planta les graines de ce rapport étrange au corps, à la souffrance, au contrôle. Car si Jane allait un jour devenir infirmière, ce ne serait pas pour soigner. Ce serait pour observer. Pour manipuler. Pour posséder. L'enfant volé, privé de son nom, de son identité, de son droit à exister, allait devenir la femme qui volerait aux autres bien plus encore. Leur respiration, leur dernier battement de cœur, leur mort elle-même. Quand Jane Toppan entra dans l'adolescence, elle portait déjà le poids d'une vie d'humiliation. L'orpheline Honora Kelly n'existait plus. Dans la maison des Toppan, on l'avait transformée en domestique silencieuse, polie, toujours prête à exécuter une tâche. Mais derrière ces gestes appliqués, elle nourrissait un monde intérieur où se mêlaient rancune et curiosités interdites. Les Toppan, famille bourgeoise respectée, s'appuyaient sur elle pour les besognes ingrates. Elle nettoyait les draps, épluchait les légumes, s'occupait des enfants sans jamais être reconnue comme leur égale. Chaque repas pris dans la cuisine pendant que les vrais enfants riaient dans la salle à manger lui rappelait qu'elle n'était pas une fille, mais une présence utile. Elle observait les sourires de ses maîtres comme on observe une pièce de théâtre, avec distance, avec envie, et parfois avec mépris. C'est dans ces couloirs trop propres, sous la discipline froide de ses patrons, que naquit en elle une curiosité singulière. Elle apprit très tôt que la maladie rôdait partout, dans un enfant qui toussait trop longtemps, dans une domestique qui disparaissait soudainement pour ne jamais revenir, dans les rumeurs chuchotées derrière les rideaux. À une époque où la mort frappait les foyers sans prévenir, Jane, elle, guettait. Non pas avec la peur ordinaire des autres, mais avec une forme de fascination. Elle avait compris que le corps humain était fragile, malléable, qu'un souffle pouvait s'arrêter en une nuit, qu'un cœur pouvait battre fort le soir et se taire au matin. Et dans ce savoir naissant, quelque chose s'éveilla, l'impression que la vie n'était pas sacrée, mais une matière qu'on pouvait presque modeler. Ses premiers emplois domestiques hors de la maison Toppan la confrontèrent encore davantage à ce quotidien de maladie et de dépérissement. Chez des familles bourgeoises, on lui confiait des tâches plus dures, des responsabilités plus lourdes. Elle faisait les lits de vieillards malades, lavait les corps amaigris, changeait les bassines souillées. Les regards des patrons, toujours distants, lui rappelaient son statut inférieur. Mais dans le silence de ses gestes, elle étudiait. Elle observait la peau jaunie, la respiration haletante, les yeux qui roulaient vers le plafond quand la douleur devenait trop forte. D'autres jeunes domestiques se seraient détournés, dégoûtés. Jane, elle, restait. Elle notait intérieurement les changements subtils, la couleur des lèvres, le tremblement des mains, les halètements de l'agonie. Ces détails, que la plupart refusaient de voir, nourrissaient en elle une sorte de curiosité froide, presque scientifique. C'est aussi à cette époque qu'elle découvrit une arme qu'elle utiliserait toute sa vie, le mensonge charmant. Pour les patrons, Jane était souriante, serviable, attentive. Elle savait inventer une anecdote, flatter une maîtresse de maison, se rendre indispensable. Mais à l'intérieur, elle riait parfois de leur naïveté, de leur crédulité. Elle comprit que le sourire pouvait être une clé, un masque efficace pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle apprit que l'obéissance affichée pouvait cacher des pensées de plus en plus sombres. Et derrière ces masques, sa curiosité devint obsession. Elle se surprenait à imaginer, que se passerait-il si elle prolongeait un peu la souffrance d'un malade? Si elle observait plus longtemps le passage de la vie à la mort? Si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, décider de ce moment? L'ombre de l'enfant volé s'épaississait. L'adolescente comprenait qu'elle n'avait jamais eu de contrôle sur sa propre vie, qu'on lui avait volé son nom, son identité, son droit d'exister. Alors elle cherchait à reprendre ce contrôle ailleurs, dans un terrain que personne ne surveillait vraiment, celui des corps fragiles, couchés sur leur lit, dépendant des mains qui les soignaient. Chaque humiliation quotidienne, chaque ordre donné sans merci, ajoutait un grain de sel dans son esprit. Elle ne pouvait pas commander dans la maison. Elle ne pouvait pas se rebeller contre ses maîtres. Mais elle pouvait observer, retenir, apprendre. Et un jour, elle saurait comment inverser les rôles. La maison des ombres devint son école. Les murs bourgeois la rejetaient, mais dans les chambres des malades, elle découvrait un savoir interdit, que la vie humaine n'était qu'un fil fragile,
et qu'il suffisait d'un souffle, d'une pression, d'un retard volontaire dans un soin, pour que ce fil se brise. C'est dans ces pièces sombres, dans le murmure des agonies, que Jane Taupan posa les premières pierres de sa métamorphose. L'enfant humilié s'effaçait, et dans son regard commençait à briller une étincelle inquiétante, celle qui ne voulait plus subir, mais tenir enfin la vie des autres dans sa main. Quand Jane Taupan entra en formation d'infirmière, ce fut comme si le destin lui avait tendu l'arme qu'elle attendait depuis toujours. L'enfant humilié, la domestique réduite au silence, trouvait enfin un rôle où l'obéissance se transformait en autorité, où la main qui servait devenait la main qui décidait. Dans les salles austères des hôpitaux de la fin du XIXe siècle, elle apprit les rudiments du soin, panser une plaie, laver un corps, administrer un remède. Elle s'appliquait, docile, consciencieuse. Ses supérieurs la louaient pour sa patience, son sourire discret, son air attentionné. Mais ce sourire, pâle et figé, cachait une toute autre vérité. Chaque leçon était pour elle une porte ouverte vers un pouvoir inégalé. Car au cœur de cette formation, il y avait les drogues. Morphine, atropine, digitaline. Substances puissantes, à la fois bénédiction et malédiction. Entre des mains bienveillantes, elle calmait la douleur, rendait la fin de vie plus douce. Mais entre les mains de Jane, elles devinrent autre chose, des clés. Elle comprit vite qu'un simple dosage pouvait faire basculer une existence. Trop peu, et le malade souffrait encore. Trop, et le cœur s'arrêtait. Elle apprit à lire les effets, à reconnaître la lueur qui s'éteint dans les yeux, à mesurer le moment exact où la frontière se franchit. Chaque injection devint pour elle un rituel secret. On l'appelait pour soulager, mais en son fort intérieur, elle observait, notait, retenait. Le corps tremblant, l'apaisement qui ressemblait parfois à une lente noyade, le silence soudain. C'était un spectacle qu'elle seule semblait regarder vraiment. Les autres infirmières détournaient les yeux, pressées de finir leur tâche. Jane, elle, restait. Elle se penchait, suivait le souffle, écoutait les battements s'affaiblir. Très vite, elle ne se contenta plus d'observer. Elle expérimenta. Une goutte de plus, un retard calculé, une modification de posologie que personne ne questionnait. Si le patient mourait, on parlait de destin, de faiblesse, de fatalité. Et Jane souriait. Son sourire pâle, celui qu'on croyait bienveillant, masquait un frisson intérieur. Elle venait de découvrir l'ivresse du contrôle absolu. Ce n'était pas seulement tuer. C'était posséder. C'était décider du rythme de la douleur, prolonger une agonie, ou au contraire l'écourter d'un simple geste. Elle avait entre les mains le pouvoir des dieux et des bourreaux. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière, visible, puissante. Elle devint experte, presque virtuose, dans l'art des dosages. Les médecins faisaient confiance à son application. Les patients, eux, se sentaient rassurés par sa présence discrète. On disait qu'elle avait une douceur rare, une écoute particulière. Personne ne voyait que cette douceur était le masque parfait, que cette écoute n'était qu'une façon d'être au plus près du moment où la vie vacille. Chaque malade qui passait entre ses mains devenait une expérience, un apprentissage supplémentaire. Elle affinait son art comme un musicien répète ses gammes. Elle ne cherchait pas l'émotion, mais la précision. Elle voulait sentir, dans son propre corps, la résonance du pouvoir qu'elle exerçait sur celui des autres. Dans le silence des couloirs, elle se surprenait parfois à sourire seule. Non pas d'un sourire éclatant, mais de ce sourire pâle qui la définissait. Celui qui ne trahissait rien et qui, pourtant, disait tout. Jane Taupan n'était plus seulement une domestique humiliée, elle devenait une apprentie démiurge. Et déjà, dans ses pensées, l'idée se glissait, pourquoi se limiter aux malades? Pourquoi attendre que la maladie ou la vieillesse fasse son travail? Après tout, n'avait-elle pas prouvé qu'elle pouvait choisir? Dans le regard apparemment doux de l'infirmière se cachait désormais une vérité terrifiante, la conviction intime qu'elle détenait un droit sur la souffrance et la mort. Et que ce droit, elle comptait bien l'exercer. Dans les registres officiels de l'hôpital, Jane Taupan restait une infirmière modèle. Toujours souriante, appliquée, discrète. Une figure de confiance pour les patients comme pour les médecins. Mais dans l'ombre des salles, loin des regards, une autre histoire se tissait. Car Jane avait franchi une ligne invisible, celle qui sépare le soin de l'expérimentation.
Ses premiers essais furent prudents, presque imperceptibles. Une goutte de morphine en plus, une dose d'atropine un peu trop forte. Officiellement, tout s'expliquait, la faiblesse du malade, la gravité de l'infection, la fatalité des corps usés. Personne ne soupçonnait l'infirmière. Personne ne voyait son regard attentif, fixé sur la poitrine qui se soulevait de plus en plus lentement, sur les paupières qui tremblaient avant de se fermer. Jane, elle, observait. Pas comme une soignante, mais comme une scientifique clandestine. Chaque symptôme était une donnée. Chaque suffocation, un indice. Chaque mort, une conclusion. Elle notait intérieurement les temps, les réactions, les couleurs. Elle construisait son savoir criminel comme on bâtit une discipline. Et dans ses expériences clandestines, une autre découverte se fit jour, celle du plaisir. Non pas un plaisir éclatant, bruyant, mais une excitation sourde, une chaleur qui la traversait quand elle voyait un patient basculer. Elle se penchait parfois plus près, respirant le souffle haché d'un mourant comme on écoute une musique. Elle sentait l'angoisse, la panique qui montait dans les yeux implorants. Et dans ce face-à-face, elle se sentait toute puissante. La première fois qu'elle prolongea volontairement une agonie, elle crut presque reculer. Le patient, un vieillard fiévreux, tremblait de douleur. Elle ralentit le geste, injecta moins que nécessaire. Le vieil homme la regarda, cherchant du réconfort. Jane sourit. Et attendit. La douleur s'intensifia, les cris se firent rauques. Puis, quand elle jugea le moment venu, elle termina l'injection. Le soulagement fut immédiat. Et Jane, en silence, goûta une ivresse nouvelle, elle avait orchestré l'agonie comme une pièce de théâtre, choisie quand elle commençait et quand elle finissait. À partir de ce moment, elle sut que plus rien ne serait pareil. Son éthique, fragile et jamais vraiment construite, se fissura définitivement. Elle n'était plus une soignante qui glissait par erreur. Elle devenait une praticienne du passage à l'acte. Une femme qui, chaque jour, pouvait expérimenter sans être inquiétée. Car les malades mouraient. Tout le monde le savait. À cette époque, la mort était un hôte familier des hôpitaux. Qui aurait soupçonné qu'une main aimable, qu'un sourire pâle, puisse accélérer ou aggraver le processus? Jane perfectionna sa méthode. Elle testait différentes substances, variait les dosages. Elle observait les effets selon l'âge, le sexe, la condition physique. Elle se constituait, en secret, une base de données vivante. Et plus elle avançait, plus son plaisir grandissait. Il n'était plus seulement scientifique. Il devenait charnel, presque intime. Certains témoins diront plus tard qu'elle se glissait parfois dans le lit des mourants, pour ressentir de plus près les derniers frissons de vie. Dans son esprit, ce n'était pas un crime. C'était une révélation. Elle n'avait jamais eu de pouvoir dans sa vie, pas sur son enfance volée, pas sur son nom effacé, pas sur les humiliations subies. Mais ici, dans les chambres blanches de l'hôpital, elle tenait tout. Un mot, un geste, une seringue suffisaient. Elle décidait qui souffrait, qui s'apaisait, qui mourait. Et chaque patient, vulnérable, confié à elle, devenait une expérience. Une vie dont elle pouvait tirer un savoir, et une jouissance secrète. Ainsi naquit véritablement Jane Toppan la criminelle. Non plus l'orpheline, non plus la domestique, mais l'infirmière qui apprenait que son sourire pâle n'était pas seulement un masque. C'était un outil. Le plus parfait des leurs. La carrière de Jane Toppan prit une tournure qui, en apparence, la comblait. Dans les services où elle travaillait, on la surnomma bientôt l'infirmière des mourants. Une réputation flatteuse, presque pieuse, Jane, la douce Jane, celle qui veillait sans relâche, qui restait auprès des patients quand les autres fuyaient l'odeur des corps en décomposition ou les gémissements interminables. Elle n'avait pas peur de la mort, disaient les familles reconnaissantes. Elle savait accompagner. Elle savait tenir une main froide jusqu'au bout. Mais cette réputation, elle l'avait forgée elle-même, et à dessein. Car plus les médecins lui confiaient les cas désespérés, plus elle avait le champ libre pour ses propres rituels. La nuit, dans les couloirs assoupis des hôpitaux, Jane devenait une silhouette spectrale. Elle passait d'un lit à l'autre, écoutant les respirations, jaugeant les souffles. Pour chacun, elle savait déjà quel mélange, quelle dose, quelle injection pouvait changer la durée du silence. Elle n'était plus seulement infirmière.
Elle était maîtresse des horloges. Ses veilles nocturnes ressemblaient à des cérémonies secrètes. Elle entrait doucement dans une chambre, tirait la couverture, chuchotait quelques mots d'apaisement. Le patient, soulagé par cette présence tendre, se laissait aller, confiant. Mais derrière le sourire pâle, Jane jaugeait, calculait. Un mouvement de seringue, une cuillère de potion, et l'agonie pouvait se précipiter, ou se prolonger comme un supplice. Il y avait dans ses gestes une mécanique, une précision clinique. Mais il y avait aussi un abandon intime. Car Jane ne se contentait pas d'administrer. Parfois, elle glissait dans le lit du malade. Lentement, comme une amante clandestine. Elle posait sa tête contre une poitrine haletante, sentait le rythme saccadé du cœur qu'elle avait affaibli. Ses mains, d'abord apaisantes, devenaient des instruments d'exploration. Elle respirait les effluves d'agonie comme d'autres respirent un parfum. Ce geste, transgressif et interdit, la bouleversait d'une ivresse étrange. Dans l'intimité d'un lit de mort, elle se sentait entière, comblée, enfin reconnue par une présence qui, paradoxalement, n'était déjà plus là. Certains témoins rapporteront qu'elle pouvait rester ainsi, blottie contre un mourant, jusqu'au dernier souffle, savourant la vibration ultime comme un secret partagé. Ces nuits n'étaient pas seulement des expérimentations médicales. Elles devinrent des expériences sensuelles, une source de satisfaction obscure que Jane n'aurait jamais avouée. C'était un mélange de pouvoir, de désir et de solitude assouvie. Elle trouvait, dans le contact des corps faibles et dépendants, une compensation à tout ce que la vie lui avait refusé, l'amour, la reconnaissance, l'importance. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne s'en doutait. Les familles, au matin, remerciaient l'ange qui avait veillé leurs proches jusqu'à la fin. Les médecins, eux, notaient simplement un décès de plus, sans surprise. Personne n'imaginait que, dans l'ombre, l'infirmière avait peut-être retardé ce décès d'heures interminables, ou l'avait précipité d'un simple geste. Les lits l'appelaient. Elle le sentait. Chaque chambre où reposait un mourant devenait une scène possible, une chambre obscure où elle pouvait orchestrer un drame dont elle seule connaissait les règles. Plus les années passaient, plus ses veilles nocturnes la définissaient. Elle ne vivait plus pour soigner, mais pour sentir. Pour éprouver. Pour s'emplir de cette jouissance silencieuse qu'aucun autre ne pouvait comprendre. Jane Toppan était devenue l'ombre parfaite, une infirmière adulée, aimée, respectée, mais qui, la nuit, s'abandonnait à ses propres rituels morbides. Dans ses veilles, elle ne voyait plus des patients. Elle voyait des corps offerts, des destins qu'elle pouvait modeler à sa guise. Et dans ce glissement, presque imperceptible pour les autres, elle franchissait une frontière sans retour, celle où la mort, loin d'être un accident, devenait son terrain de jeu. Il y a des métiers où l'on touche la vie au bout des doigts. Infirmière rime avec proximité, avec caresse, avec gestes qui apaisent. Chez Jane Toppan, les gestes devinrent autrement, précis, réguliers, exercés jusqu'à l'obsession. Sa technique n'était pas brutale, elle était clinique, discrète, presque propre. C'est peut-être cela, au fond, qui la rendait si insupportable, la beauté glacée d'un crime qui ressemble à un soin. Les couloirs de la clinique avaient l'odeur du désinfectant et du savon. Les boîtes de seringues cliquetaient dans les armoires métalliques, le papier des registres frottait sous la plume. Jane s'y mouvait comme une horloge, regard fixé, manette, gestes étudiés. Elle aimait l'ordre, elle aimait l'évidence que tout pouvait être contrôlé. Les préparations qu'elle effectuait relevaient de cette esthétique du contrôle. On y devinait une rigueur, pas une improvisation. Chaque seringue, chaque flacon semblait aligné sur une partition intérieure. Elle travaillait avec des drogues connues, des substances opiacées pour apaiser, des anticholinergiques pour troubler les systèmes. Les noms circulaient dans sa tête comme des notes musicales, morphine, atropine, mais jamais elle ne livrait la partition. Elle savait comment chaque molécule pouvait influer sur la respiration, sur la fréquence du pouls, sur la couleur d'une peau. Elle connaissait la danse fragile entre soulagement et arrêt. Connaissance sans scrupule qui transforma sa pratique soignante en laboratoire d'ombre. Mais attention, sa sophistication n'était pas une démonstration technique à ciel ouvert. Jane évitait le spectaculaire. Pas d'excès, pas d'éclat. Son art consistait à détourner des protocoles, à jouer subtilement sur des marges.
Un pansement mal serré pour simuler une faiblesse, un changement de position tardif pour aggraver la dyspnée, un silence prolongeant l'agonie sous prétexte d'observation clinique, autant d'ajustements qui, aux yeux des collègues pressés, passaient pour de la prudence. Quand il le fallait, elle manipulait les rapports, notes tracées au crayon, diagnostics suggérés, observations consignées à sa main pour orienter l'interprétation. La mise en scène était essentielle. Avant l'injection, Jane préparait la chambre comme on règle une scène. Elle atténuait la lumière, rapprochait un fauteuil, disposait une bassine, effaçait les signes de lutte. Elle s'asseyait alors auprès du patient, murmurait des paroles d'apaisement, procédait à des gestes qui rassuraient les familles, ajuster une couverture, lisser un drap, tenir une main. Ces rituels de compassion fonctionnaient comme des voiles, ils cachaient l'intention sous la vertu. Lorsqu'elle passait à l'acte, sa méthode restait furtive. Elle se servait des outils ordinaires de l'infirmerie, seringues, flacons, étiquettes, non pour soigner, mais pour masquer. Une injection était un geste banal, accepté, rarement questionné. Elle exploitait cette normalité, un geste attendu, un médecin qui fait confiance, une routine qui autorise la discrétion. Le crâne du complot était administratif autant que médical. Dossiers alignés, comptes rendus qui disculpaient, signatures qui légitimaient l'irréparable. Ce qui frappait, chez elle, c'était l'absence d'emphase. Pas de violence théâtrale, seulement la mécanique glissante d'une experte qui savait que le silence est un allié puissant. Elle alternait faux diagnostics, complications naturelles, défaillances soudaines, et gestes de confort qui donnaient à ses victimes la sensation d'être accompagnées jusqu'au bout. Les familles, convaincues par l'idée d'une fin inéluctable, remerciaient l'infirmière qui avait veillé, ignorant qu'elle louait précisément celle qui avait décidé du moment. La technique du venin blanc reposait aussi sur l'observation prolongée. Jane n'était pas une tueuse d'impulsion, elle apprenait ses cibles. Elle lisait les courbes, surveillait les variations subtiles, mesurait le seuil de tolérance d'un cœur. Puis elle expérimentait à la marge, notant les réactions, ajustant avec patience. C'était une science bassement empirique, froide, et d'une précision clinique. Comprendre la fragilité pour mieux la manipuler. Enfin, il y avait la duplicité des gestes intimes. Parfois, elle se glissait dans le lit, déposait sa tête contre la poitrine allée, comme pour apaiser. Ce contact, qui ressemblait à de la tendresse, était aussi une façon de sentir en direct le métal du pouls, le dernier frémissement. Ce mélange de proximité et de contrôle donnait à son plaisir criminel une intensité particulière. La certitude qu'elle pouvait influer sur la durée et l'intensité de la douleur d'un corps qui lui avait été confié. Sous ses mains, les seringues perdaient leur innocence. Elles devinrent des instruments de pouvoir, parfaitement intégrés à un rituel systématique. Préparation sans ostentation, mise en scène de la compassion, falsification douce des récits cliniques. Jane transforma la médecine en théâtre, la mort en spectacle maîtrisé, et la confiance en arme. La technique du venin blanc ne se manifestait pas dans un grand geste, mais dans une infinité de micro-choix. C'est cette accumulation, minutieuse et méthodique, qui fit d'elle une professionnelle redoutable et un monstre discret. Et c'est ce raffinement, plus que tout, qui rendit ces crimes difficiles à voir et impossibles à croire tant qu'on refusait de regarder de près. Elles ne portaient pas de visage unique. Elles étaient des fragments épars, des vieillards usés par la fièvre, des femmes alitées pour une longue convalescence, parfois même des malades jeunes qu'on croyait sauvés et dont le cœur, soudain, s'arrêtait dans la nuit. Les victimes de Jane Toppan ne formaient pas un profil, mais une mosaïque confuse. C'était précisément cela qui la protégeait. Il n'y avait pas de fil rouge, pas de trace évidente reliant les morts. À une époque où les hôpitaux accueillaient la maladie comme une fatalité quotidienne, chaque décès semblait plausible, attendu, naturel. Un vieil homme mourait dans son sommeil? On parlait d'une faiblesse cardiaque. Une patiente s'éteignait plus vite que prévu? On accusait la fièvre, la tuberculose. Un convalescent s'effondrait après avoir semblé mieux? On évoquait une rechute sournoise. Dans les registres, les diagnostics s'enchaînaient comme autant d'explications rassurantes. Et Jane, derrière son sourire pâle, notait en silence, chaque mort validait son savoir, renforçait son pouvoir. Le plus cruel, c'était que ces victimes, souvent isolées,
n'avaient personne pour plaider leur mémoire. Dans les chambres froides des hôpitaux, on les enterrait rapidement, on signait un certificat, on passait au suivant. Les familles, quand elles existaient encore, n'osaient pas contester la parole des médecins. Et pourquoi aurait-elle douté de Jane? N'était-elle pas l'infirmière la plus attentive, la plus aimée? Celle qui veillait jusqu'au bout? Il y avait dans cette mécanique une perversité parfaite. Plus Jane multipliait les gestes de tendresse, plus ses crimes devenaient invisibles. Qui aurait cru qu'une main qui lisse un drap, qu'une voix qui murmure ça va aller, qu'un regard empreint de douceur, puisse cacher l'intention de tuer? Les morts s'accumulaient pourtant là où elles passaient. Des chiffres étranges commençaient à émerger, comme des murmures dans les couloirs, trop de décès dans ce service, encore un départ soudain, et Jane était là. Mais à la fin du XIXe siècle, on ne tenait pas de statistiques précises. On notait, sans relier. On chuchotait, sans accuser. Et les victimes, elles, disparaissaient dans l'ombre. Invisibles, silencieuses, oubliées. Il ne restait d'elles que des fragments, une main crispée dans un souvenir, un souffle étouffé, un regard qui s'éteint. Des bribes que Jane collectionnait intérieurement comme un herboriste conserve des fleurs séchées. Pour elle, chaque mort était une expérience, un jalon de plus sur la route de sa toute-puissance. Pour les autres, chaque mort n'était qu'un chiffre de plus sur la longue liste des fatalités médicales. Ainsi se construisit son empire invisible, une succession de victimes effacées, indécelables, rendues anonymes par le poids des routines hospitalières. Et dans cet anonymat, Jane prospérait. Elle n'était pas un monstre isolé dans l'ombre, mais une ombre elle-même, présente partout, reconnue partout, et pourtant intouchable. Le malaise grandissait, diffus, insidieux. Trop de morts là où elle officiait. Trop de souffles coupés dans le même sillage. Mais dans les yeux de ses collègues, de ses supérieurs, des familles, il manquait encore le courage ou la lucidité pour voir l'évidence. Derrière le masque pâle de l'infirmière, il y avait un venin qui ne se voyait pas. Et les victimes, elles, continuaient de disparaître sans laisser de traces. Invisibles, parce qu'on ne voulait pas les regarder. Sous son tablier blanc et son sourire convenu, Jane Toppan vivait une existence parallèle, intime et dévorante. Ce n'était pas seulement le pouvoir médical qui la grisait. C'était le corps même de ses patients, fragiles, offerts, abandonnés à elle. Là, dans la proximité d'un lit d'hôpital, naquit une sexualité trouble, un désir qu'elle n'aurait jamais osé nommer. Les couloirs des hôpitaux sentaient l'éther et la sueur froide. Les nuits, elles, appartenaient à Jane. C'est dans ces heures suspendues, quand les autres infirmières s'assoupissaient ou s'éloignaient, qu'elle s'autorisait ses gestes les plus transgressifs. Elle s'asseyait au bord d'un lit, écoutait le souffle irrégulier d'un malade, sentait la chaleur vaciller dans une main tremblante. Elle se penchait, glissait parfois dans le lit, partageait l'espace du mourant comme une amante silencieuse. Le contact des corps affaiblis déclenchait en elle une excitation mêlée de fascination. C'était moins le désir charnel au sens classique qu'une attirance vers le moment exact où la vie se dérobait. L'étreinte n'était pas celle de la passion, mais celle du pouvoir total. Être si proche que l'autre, incapable de résister, lui appartenait dans son dernier souffle. Elle se surprenait à fantasmer ces scènes avant même qu'elles n'arrivent. Un patient au regard perdu devenait, dans son imaginaire, un compagnon secret. Elle imaginait ses propres gestes comme une danse de séduction perverse. Une main posée sur le front, une seringue qui perçait la peau, un souffle partagé jusqu'au silence. Dans ce mélange, le médical et l'intime se confondaient. L'agonie devenait caresse, la douleur devenait offrande. Certaines de ses collègues remarquèrent parfois son attachement étrange à certains malades. On la surprit assise des heures à leur côté, à murmurer des phrases qu'elle seule comprenait, à caresser des cheveux en sueur comme une amante compatissante. Mais personne n'osa y voir autre chose qu'une compassion excessive. Après tout, Jane était connue pour sa dévotion. Qui aurait soupçonné que derrière ces veilles se cachait une jouissance interdite? Pour Jane, l'amour se confondait avec l'anéantissement. Elle ne cherchait pas de relation classique. Les hommes de chair et de santé ne l'intéressaient pas. Ce qu'elle voulait, c'était cette frontière brûlante entre la vie et la mort, où le corps faiblit, où les yeux implorent, où l'autre lui appartient totalement. Ces liaisons, réelles ou rêvées, se nouaient dans le secret des chambres,
entre les draps tachés de sueur et les instruments d'injection. Il y avait là une dimension psychosexuelle qui la hantait. Plus elle maîtrisait ses dosages, plus elle ressentait ce frisson charnel au moment où le patient basculait. Ce n'était pas seulement une victoire de pouvoir. C'était une étreinte intime avec la mort elle-même, comme si elle couchait avec l'ombre du trépas. Dans son esprit, l'amour et la mort n'étaient plus des contraires. Ils étaient devenus complices. Chaque victime était un partenaire muet, un amant involontaire qu'elle emportait dans son délire. Et Jane, blottie contre eux dans leurs derniers instants, goûtait un plaisir inavouable, qu'elle seule comprenait. Ainsi se dessinait une vérité glaçante. Pour Jane Toppan, la sexualité n'existait pas dans la vie, mais dans la mort. Ces liaisons étaient clandestines non parce qu'elles violaient une morale sociale, mais parce qu'elles unissaient l'amour au crime, l'intimité au meurtre. Et chaque nuit passée dans ces lits volés ajoutait une couche à son obsession. Elle n'était plus infirmière. Elle devenait amante des mourants, prêtresse d'un rituel où l'étreinte et l'agonie se confondaient. Pendant des années, Jane avait réussi à passer pour une infirmière exemplaire. Sa réputation de veilleuse des mourants la protégeait comme une cuirasse. Mais peu à peu, les fissures commencèrent à apparaître. Dans les services où elle travaillait, les chiffres parlaient d'eux-mêmes, même si personne n'osait encore les aligner. Les décès s'accumulaient avec une régularité troublante. Les médecins notaient des défaillances soudaines, des replis brutaux de l'état général. Mais derrière ces mots administratifs, certains commençaient à murmurer « Trop de morts, trop vite, toujours autour de Jane ». Les collègues observaient aussi ses manières étranges. Elle restait seule auprès des patients plus longtemps que nécessaire. Elle tenait leurs mains avec une intensité excessive. Parfois, on l'avait vue chuchoter des phrases qu'on ne comprenait pas, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'était déjà plus là. Une autre fois, une infirmière entra dans une chambre et trouva Jane allongée à côté d'un patient, feignant de l'avoir réconfortée. La scène avait glacé, mais personne n'osa élever la voix. Qui pouvait reprocher à une soignante de donner trop de compassion? Ce n'étaient que des fragments, mais ils s'additionnaient. Un jeune médecin, surpris par la brutalité de certaines morts, commença à recompter les posologies inscrites sur les fiches. Une dose de morphine semblait plus élevée que prescrite. Une injection d'atropine n'apparaissait pas dans le rapport. Ces anomalies, minimes isolément, composaient une trame étrange lorsqu'on les rapprochait. Les familles, elles aussi, commencèrent à poser des questions. Pourquoi tel malade, qui semblait en amélioration, s'était-il éteint d'un coup? Pourquoi la bonne Jane, si douce, était-elle toujours là quand la mort frappait? Mais l'époque n'était pas à la contestation. La médecine avait un langage d'autorité, et les familles, écrasées par le deuil, acceptaient les explications. Pourtant, dans les rues, les soupçons se chuchotaient, dans cet hôpital, il se passe quelque chose. Jane, de son côté, sentait ce changement d'atmosphère. Elle percevait les regards appuyés, les silences soudains quand elle entrait dans une salle. Mais loin de l'effrayer, cela excitait son jeu. Elle redoublait d'attention visible, jouant la carte de l'infirmière dévouée. Elle apportait des tasses de thé aux collègues, elle souriait davantage, elle prenait sur elle les veilles épuisantes. Comme toujours, elle utilisait le masque pour cacher l'abîme. Pourtant, le filet commençait à se resserrer. Dans les hôpitaux, les tensions grandissaient. Les chuchotements prenaient corps, les anomalies s'accumulaient. Une enquête officielle n'était pas encore lancée, mais l'étau invisible se formait autour d'elle. Jane le sentait, mais elle aimait ce frisson de danger. C'était comme prolonger une agonie, savoir qu'on est observé, et continuer, juste pour éprouver la toute-puissance d'échapper encore. Dans ces couloirs remplis de murmures, son nom n'était plus seulement associé à la dévotion. Il devenait une rumeur, un malaise, une inquiétude qui planait dans l'air. Et c'est peut-être là que Jane commença, à demi-mot, à laisser filtrer ce qu'elle faisait. Comme si, au fond, elle désirait être découverte, pour que son pouvoir soit enfin reconnu dans toute son ampleur. Mais pour l'instant, rien n'était officiel. Rien qu'un tissu de soupçons, d'incohérences, de regards lourds. Les rumeurs couraient. Et Jane, au cœur de ces rumeurs, souriait toujours, son sourire pâle, qui ne rassurait plus personne. L'été 1901 fut celui où le masque tomba. Depuis des mois,
les soupçons s'étaient accumulés autour de Jane Toppan. Trop de morts dans son sillage, trop d'incohérences dans les registres, trop de confidences étranges laissées échapper, comme si elle voulait tester la frontière entre provocation et aveu. Le frisson de la rumeur s'épaissit jusqu'à devenir insoutenable. Finalement, une enquête plus sérieuse fut ouverte. Et Jane, l'infirmière modèle, devint soudain l'accusée. L'arrestation eut lieu dans une atmosphère presque banale. Pas de fuite, pas de résistance. Elle suivit les policiers avec calme, vêtue de son tablier clair, comme si elle quittait un service pour entrer dans un autre. Les passants, incrédules, virent s'éloigner cette femme souriante qui, pour eux, n'avait toujours été qu'une figure de dévouement. Mais dans ses yeux brillait déjà quelque chose de plus troublant, un éclat qui n'était ni peur, ni honte. Presque une anticipation. Les interrogatoires commencèrent aussitôt. Jane, assise face aux enquêteurs, ne montra ni nervosité, ni colère. Elle écoutait, parfois opinait, parfois corrigeait. Quand on lui parlait de mort suspecte, elle rectifiait d'un ton froid, ce n'était pas suspect. C'était décidé. Quand on lui reprochait des anomalies dans les doses, elle reprenait, pas des anomalies. Des expériences. Puis, peu à peu, elle parla. Comme si la retenue accumulée depuis des années se fissurait. Elle avoua. Non pas avec le tremblement de la culpabilité, mais avec la précision clinique d'un médecin qui fait un rapport. Elle raconta les gestes, les doses, les effets. Elle parlait de morphine et d'atropine comme d'ingrédients dans une recette. Elle décrivait la pâleur, la sueur, les convulsions avec une froideur déconcertante. Très vite, le chiffre jaillit. 31 victimes. 31 vies arrachées, racontées comme une série d'expériences. Pas d'élan dramatique, pas de recherche d'excuses. Simplement un décompte. Certaines victimes avaient un nom qu'elle se souvenait avec exactitude, d'autres n'étaient pour elle que des corps observés, des visages flous dans un rituel répété. Mais dans ses aveux, il y avait aussi un parfum dérangeant de fierté. Elle ne cherchait pas à minimiser. Au contraire. Elle semblait goûter à la révélation de ce qu'elle avait été capable d'accomplir. « J'ai tué plus que n'importe quelle autre femme », aurait-elle confié un jour à ses geôliers. Elle ne pleurait pas ses victimes. Elle savourait l'idée de dépasser les limites, d'être reconnue enfin non comme une simple infirmière, mais comme une figure d'exception terrible, certes, mais singulière. L'étrangeté de ses aveux frappa tous ceux qui l'entendirent. Elle ne parlait pas en criminelle passionnée, ni en folle incohérente. Elle parlait comme une praticienne, presque une chercheuse. Son vocabulaire était médical, son ton clinique. Elle relatait des agonies comme d'autres racontent des études de cas. Le mélange de détachement et de précision donnait le vertige. Cette femme qui semblait si douce avait transformé des existences humaines en une série de notes expérimentales. Les enquêteurs, eux, oscillèrent entre fascination et horreur. Jamais ils n'avaient entendu une accusée parler avec une telle froideur, un tel aplomb. Chaque mot de Jane semblait effacer un peu plus le souvenir de l'infirmière souriante. À la place, surgissait une autre image, celle d'une femme qui avait fait de la mort un domaine d'expertise, un champ de pouvoir, un plaisir secret. À la fin des interrogatoires, il n'y avait plus de doute. Jane Toppan n'était plus un mystère, ni une rumeur. Elle était devenue un chiffre, une confession, une monstruosité consignée dans les registres. 31 victimes reconnues et peut-être bien davantage. Et dans ce premier aveu, une phrase resta suspendue comme une ombre. J'ai tué parce que j'aimais voir mourir. En 1902, Jane ne se retrouvait pas seulement devant un tribunal. Elle était livrée à une société tout entière qui cherchait désespérément à mettre un mot sur ce qu'elle incarnait. Le procès s'ouvrit dans une atmosphère de fascination morbide. Les bancs étaient remplis de journalistes, d'avocats, de curieux avides de voir de près cette femme qui, quelques mois plus tôt encore, passait pour une infirmière modèle. On chuchotait son nom dans les rues, on lisait ses aveux dans les journaux comme des récits d'horreur. L'Amérique avait trouvé son monstre, et elle voulait comprendre. Mais la justice, elle, se trouva immédiatement face à une question épineuse. Jane était-elle responsable de ses actes? Était-elle une criminelle froide et calculatrice, ou une folle perdue dans des pulsions incontrôlées? La ligne entre les deux devenait floue, presque insaisissable.
Les experts psychiatres de l'époque furent convoqués. Leurs rapports, déjà balbutiants à une ère où la psychologie n'était qu'une science en formation, révélèrent plus de perplexité que de certitude. Certains la décrivaient comme une perverse morale, une femme sans frein, qui avait trouvé dans le soin un terrain pour assouvir ses penchants. D'autres voyaient en elle une malade mentale, prisonnière d'obsessions sexuelles et d'un désir pathologique de pouvoir. Jane, elle, ne facilita rien. Dans le box, elle oscillait entre froideur clinique et éclat de confidences étranges. Parfois, elle décrivait une mort comme une expérience technique, détaillant les doses et les réactions comme une leçon d'anatomie. Puis, l'instant d'après, elle laissait échapper des phrases qui troublaient profondément l'auditoire. Je me sentais heureuse, vraiment heureuse, en m'allongeant près d'eux et en les voyant s'éteindre. Ces mots faisaient trembler la salle. Était-ce la preuve d'une démence? Ou bien la confession d'une lucidité effrayante, d'une femme qui savait ce qu'elle faisait et qui, malgré tout, le revendiquait? Le procès devint ainsi un spectacle autant judiciaire que moral. Les journaux en firent leurs gros titres, décrivant Jane comme l'ange de la mort, l'infirmière diabolique, la veuve blanche. Le public oscillait entre fascination et répulsion. Certains la voulaient exécuter, symbole d'une justice implacable. D'autres plaidaient pour l'internement, voyant en elle un monstre de la folie humaine, plus à craindre qu'à condamner. Ce qui frappait, au-delà de la salle d'audience, c'était le malaise collectif. Jane Toppan incarnait une peur viscérale, que le mal puisse se loger dans les gestes les plus intimes, dans le rôle le plus sacré, celui qui soigne, celui qui rassure. Comment accepter que la main qui tend une seringue puisse être celle qui décide de la mort? La procédure judiciaire se prolongea, chaque jour ajoutant un fragment de terreur. Les experts débattaient, les avocats plaidaient, mais au fond, la question demeurait insoluble. Jane était-elle une folle ou un démon parfaitement conscient? La vérité, peut-être, se situait quelque part entre les deux. Mais à cette époque, le langage pour la dire n'existait pas encore. Alors on fit du procès un miroir, un lieu où la société projetait ses angoisses, ses certitudes vacillantes, son besoin de transformer un mystère en mots. À la fin, Jane ne fut pas jugée coupable au sens strict, mais déclarée irresponsable pour cause de folie. Une folie dangereuse, une folie irrécupérable, une folie qui la conduisit non pas en prison, mais dans un asile. Et dans cette décision, un paradoxe cruel. On ne savait pas si on avait condamné une criminelle ou si on avait enfermé un mystère trop dérangeant pour être affronté. Le procès des esprits ne donna pas une vérité. Il donna une légende. Jane Toppan devenait, aux yeux de l'Amérique, moins une femme qu'un mythe noir, l'infirmière qui aimait voir mourir. Bridgewater State Hospital. Une forteresse de briques rouges, entourée de clôtures, où l'on enfermait les fous criminels qu'on ne savait pas juger, ni guérir. En 1902, Jane Toppan y fut conduite, après que son procès l'eut déclarée irresponsable pour cause de folie. Elle ne connaissait pas la prison, mais désormais, c'était une autre forme de cage qui l'attendait, l'asile. Le quotidien y avait la régularité d'une mécanique grippée, repas collectifs, médicaments distribués à la chaîne, promenades surveillées dans une cour nue. Les patients, silhouettes hagardes ou agitées, erraient dans les couloirs comme des spectres. Cris soudains, rires inappropriés, prières murmurées, l'asile avait son propre langage, un brouhaha d'âme perdue. Jane, elle, ne se fondait pas vraiment dans cette masse. Dès son arrivée, elle conserva ce qui avait toujours fait sa force, son masque. Elle saluait poliment les surveillants, souriait aux infirmières, se tenait tranquille dans sa chambre étroite où ne trônait qu'un lit, une table et une petite fenêtre. Elle n'élevait jamais la voix, n'entrait pas en crise. Au contraire, elle donnait l'image d'une pensionnaire modèle obéissante, presque apaisée. Mais dans ses yeux, ceux qui savaient regarder voyaient encore briller l'ombre ancienne. Les autres patients l'intriguaient. Elle les observait comme elle avait observé, jadis, ces malades. Elle notait leurs gestes, leurs tics, leurs murmures. Parfois, elle s'approchait d'une femme en crise et lui murmurait quelques mots apaisants. Parfois, elle s'asseyait près d'un homme mutique et se contentait de l'observer. Aux yeux des gardiens, c'était de la compassion. Pour Jane, c'était une continuité, elle continuait à étudier les corps, les esprits, les réactions. Elle tenait aussi des carnets, griffonnant des notes, des récits.
Elle racontait ses expériences, mais dans une langue qui déroutait, ni tout à fait des aveux, ni tout à fait des mensonges. Elle écrivait des fragments de souvenirs, décrivait ses gestes passés avec une précision glaciale, mais sans jamais s'accuser directement. Elle aimait l'ambiguïté, comme si elle voulait que chaque page soit à la fois preuve et mystère. Certains visiteurs, médecins, journalistes, curieux, vinrent à Bridgewater pour la voir. Elle les recevait avec un sourire poli, presque charmeur. Elle leur parlait calmement de ses journées, de ses lectures, de sa routine. Puis, parfois, elle laissait échapper une phrase qui glaçait le sang, « J'aimais mes patients, surtout quand ils s'éteignaient dans mes bras. » Ou encore, « Je pourrais vous expliquer les doses, si vous vouliez apprendre. » Ces éclats, posés comme des éclairs dans un ciel calme, rappelaient à tous que la femme qu'on voyait n'était pas une malade ordinaire. L'institution, en retour, devint un miroir. Jane n'y changea pas. Elle resta ce qu'elle avait toujours été, une femme masquée, alternant douceur et cruauté, rituels anodins et confidences glaciales. Mais autour d'elle, tout un système s'organisa, médecins qui l'étudiaient comme un cas d'école, infirmières qui racontaient son comportement à l'extérieur, journalistes qui construisaient sa légende. Dans sa chambre close, Jane était à la fois prisonnière et centre d'un monde. Elle ne dominait plus les vies par ses seringues, mais elle fascinait encore, attirait toujours, imposait sa présence comme une énigme. Sa cage ne l'avait pas éteinte. Elle en fit une scène supplémentaire, un théâtre où elle continuait d'être observée, admirée, crainte. Et peut-être, dans le silence de ses nuits à Bridgewater, retrouvait-elle cette satisfaction obscure. L'idée que, même enfermée, elle tenait encore les autres dans sa main. Non par des drogues cette fois, mais par l'ombre de ce qu'elle avait été. Dans les murs clos de Bridgewater, Jane Toppan continua d'écrire. Elle couchait sur le papier des fragments d'aveux, des phrases abruptes, parfois cliniques, parfois énigmatiques. Ces carnets, étudiés plus tard par les médecins et les historiens, devinrent une matière troublante, un mélange de confession, de justification et d'automise en scène. Elle y parlait de ses patients comme d'objets d'étude, j'ai noté leur regard quand la dose montait. La respiration devient irrégulière avant le silence. Pas de nom, rarement des visages, mais des descriptions mécaniques. On y lisait le ton d'une technicienne, presque d'une chercheuse. À d'autres moments, pourtant, ces phrases prenaient une tournure plus intime, plus obscure, je les aimais, quand ils n'étaient plus qu'à moi. Là, l'aveu cessait d'être clinique pour devenir passionnel, presque sensuel. Les psychiatres de l'époque, embarrassés, oscillèrent entre deux pôles, la folie hystérique et le sadisme moral. Aucun mot précis ne semblait convenir. Jane n'était pas une délirante hurlante. Elle ne parlait pas seule dans les couloirs, ne fabriquait pas de visions imaginaires. Elle savait parfaitement qui elle était et ce qu'elle faisait. Mais elle n'était pas non plus une simple criminelle intéressée par l'argent ou la vengeance. Ce qu'elle poursuivait, c'était quelque chose de plus intime, de plus abyssal, une emprise totale sur le corps de l'autre, au moment où la vie vacille. Aujourd'hui, les psychologues parleraient peut-être de traits narcissiques, d'un besoin de reconnaissance dévoyé, l'enfant humilié devenu infirmière tout-puissante, enfin admirée et crainte. D'autres y verraient un sadisme profond, nourri par la jouissance de la souffrance et l'excitation sexuelle liée à l'agonie. On évoquerait aussi une personnalité antisociale, absence de remords, indifférence au sort de l'autre, manipulation permanente. Mais en vérité, Jane échappe aux cases trop simples. Ce qui frappe dans ses écrits et ses témoignages, c'est la constance d'un double langage. Elle se présente tour à tour comme victime et comme démiurge. Victime, lorsqu'elle parle de son enfance volée, de ses humiliations, de la solitude. Démiurge, lorsqu'elle raconte ses gestes précis, ses expériences, son pouvoir de vie et de mort. Elle ne choisit jamais entre les deux. Elle se nourrit de cette contradiction, comme si elle voulait rester insaisissable. Les médecins qui l'observaient à Bridgewater notaient son calme. Pas d'agitation, pas de crise violente. Elle discutait, elle plaisantait parfois, elle pouvait se montrer charmante. Puis, brusquement, elle lâchait une phrase glaciale, « J'aurais pu continuer encore longtemps. » Cette ambivalence déstabilisait. Folle? Non. Criminelle rationnelle? Pas seulement.
Jane semblait se placer dans une zone grise, volontairement entretenue. Sa psychologie demeure, encore aujourd'hui, un champ d'interrogation. Était-elle d'abord une enfant brisée cherchant à reprendre le contrôle par le crime? Ou bien une personnalité profondément déviante, trouvant dans la mort non pas un symbole mais une volupté? Était-elle lucide et cynique, ou bien perdue dans un monde intérieur où l'amour et la mort se confondaient? Ce qui reste certain, c'est que son moteur n'était pas l'argent, ni même la haine. Son moteur, c'était le contrôle. Le pouvoir de décider du moment exact où un souffle s'arrête. Et ce pouvoir, elle ne l'exerçait pas comme un fardeau, mais comme une jouissance. Dans ses carnets, une phrase résume peut-être le mieux sa vérité. J'ai volé ce que la vie m'avait refusé. J'ai fait des corps les miens, pour une heure, pour un souffle. Une confession qui n'est ni excuse, ni explication, mais une fenêtre entr'ouverte sur l'abîme psychologique qu'était Jane Toppan. Les années s'étirèrent dans les couloirs de Bridgewater comme une éternité figée. Jane, autrefois surnommée « Jolie Jane », par ironie cruelle, passa ses dernières décennies dans la monotonie de l'asile. Sa cellule, réduite à quelques meubles usés et une petite fenêtre grillagée, devint son seul horizon. Elle n'avait plus de seringues, plus de patients, plus de terrain de jeu, seulement les souvenirs de ce qu'elle avait été, et la routine d'un quotidien réglé par les cloches et les clés des gardiens. Avec l'âge, son corps se fit plus lourd, ses gestes plus lents. Les soignants parlaient d'une pensionnaire discrète, presque docile. Elle participait aux repas collectifs, parfois aux offices religieux organisés par le personnel. Elle souriait poliment, notait quelques phrases dans un carnet, mais ses confidences s'éteignaient peu à peu. Les éclairs inquiétants de ses débuts à Bridgewater se raréfièrent, comme si la flamme obscure qui l'animait avait fini par s'émousser. Autour d'elle, pourtant, circulaient encore des rumeurs. Certains nouveaux employés de l'asile, découvrant son nom, chuchotaient des fragments de son histoire. C'est elle, l'infirmière meurtrière, celle qui aimait s'allonger avec ses victimes. On la regardait parfois avec une fascination mêlée de dégoût, mais toujours à distance. Jane, de son côté, accueillait ces regards avec la même ambivalence, un léger sourire, comme si la légende continuait à la nourrir. Les médecins qui la suivirent dans ces dernières années ne virent plus qu'une vieille femme fatiguée, fragile, souffrant de douleurs physiques liées à l'âge. On notait son état de santé dans les dossiers comme on aurait noté celui de n'importe quel patient. L'ancienne tueuse en série devenait une ligne administrative parmi d'autres. Ses carnets, ses phrases ambiguës, tout cela commençait déjà à s'enfoncer dans l'oubli. Le 29 août 1938, Jane Toppan mourut dans sa chambre d'asile, à 84 ans. Pas de cérémonie grandiose, pas de grand titre dans la presse nationale. Son décès fut consigné dans les registres de Bridgewater comme celui d'une pensionnaire parmi d'autres. Une fin presque banale, effacée, qui contrastait violemment avec l'horreur qu'elle avait semée. Et pourtant, derrière cette petite mort administrative, subsistait une résonance. Car dans les archives de la criminalité américaine, Jane Toppan restait un cas unique, une infirmière respectée devenue tueuse en série, une femme qui avait revendiqué 31 vies volées, une figure trouble entre l'ange de soins et le démon intime. Elle s'éteignit dans le silence, mais son histoire, elle, continua à circuler, à fasciner. Son nom resta inscrit, non pas sur une pierre tombale remarquée, mais dans les pages sombres de l'histoire criminelle. Comme une note obsédante, celle d'une fin lente, et d'un écho qui, lui, n'a jamais cessé. Dans l'imaginaire collectif, certaines figures criminelles dépassent leur époque. Jane est de celle-là. Non parce qu'elle fut la plus meurtrière d'autres tuèrent davantage, mais parce qu'elle incarnait une terreur intime, celle de l'infirmière, figure de confiance et de soin, transformée en bourreau. Son héritage ne se lit pas seulement dans les archives judiciaires, mais dans les manuels de médecine et d'éthique. Après son arrestation, la profession infirmière fut contrainte de renforcer ses règles. Surveillance accrue des prescriptions, contrôle des dosages, traçabilité des soins. La question de la vulnérabilité absolue des patients allongés, confiants, incapables de se défendre devint centrale. Le cas Toppan fut cité dans les écoles comme une mise en garde. Derrière le geste médical peut se cacher un danger invisible. Dans la culture populaire, Jane a laissé une trace diffuse mais persistante.
Les récits des anges de la mort, ces soignants tueurs dissimulés sous l'uniforme, lui doivent une part de leur aura. Elle est devenue une figure archétypale, celle qui se penche au chevet du malade, un sourire pâle aux lèvres, mais dont la seringue contient autre chose qu'un remède. Les peurs nocturnes des hôpitaux, la crainte de l'infirmière de nuit, silhouette qui s'approche dans l'ombre, trouvent un écho dans son histoire. Les écrivains, journalistes et conteurs n'ont cessé de revisiter ce personnage ambigu, ni tout à fait folle, ni tout à fait rationnelle, ni démon ni victime. Juste une femme qui avait appris à transformer le soin en pouvoir absolu, et le pouvoir en meurtre. Mais au-delà de la légende, l'affaire Taupan révèle une vérité brute et inquiétante, la fragilité de la confiance. Quand on confie sa vie à une institution, quand on se remet entre les mains d'un soignant, on accepte une dépendance totale. Et cette dépendance, Jane l'avait détournée. Elle en avait fait son terrain de jeu, son royaume secret. Aujourd'hui encore, son fantôme hante les couloirs des hôpitaux. Non pas comme une présence visible, mais comme un avertissement invisible, la vigilance ne dort jamais, même dans les lieux censés protéger. Les patients continuent de fermer les yeux sur un geste, un comprimé, une injection. Et c'est ce geste-là que Jane Taupan, un siècle plus tôt, avait perverti en arme. Éteinte dans l'oubli administratif d'un asile, elle continue pourtant à flotter dans les mémoires comme une ombre obstinée. Le fantôme infirmier. L'ange de mort au sourire pâle. Et l'éternelle question qui, derrière son nom, résonne encore. Jusqu'où peut-on faire confiance à ceux qui tiennent nos vies entre leurs mains? Ainsi s'achève l'histoire de Jane Taupan, l'infirmière qui transformait les lits d'hôpital en hôtels mortuaires. Internée jusqu'à sa mort en 1938, elle ne connut ni remords ni repentance. Ses mots, ses carnets, ses sourires sont restés comme des ombres suspendues. Son nom flotte encore aujourd'hui, comme une peur sourde, celle de confier sa vie à des mains qui soignent, mais qui peuvent aussi trahir. Merci d'avoir partagé cette nuit avec nous. Et souvenez-vous, les ténèbres ne dorment jamais vraiment. Elles attendent, juste au bord du lit.